Donc dans le cadre de Faits et Documents, j'ai publié, je pense, le papier de référence sur le Grand Reset pour une raison simple et d'ailleurs qui m'a énormément surpris, c'est que ce Grand Reset a été publié, c'est un livre. Alors aucun média mainstream n'avait évidemment fait le travail de faire ne serait-ce qu'un écho. Le Figaro a fait un tout petit écho lors de l'annonce du Grand Reset en juin, mais n'a pas mentionné le livre, ni Le Monde, ni les gros médias anglo-saxons, et y compris les blogs, je dirais, alternatifs, n'avaient pas fait ce travail de simplement lire le livre et d'en extraire les citations marquantes. Donc je dois dire que Fait et Documents a, en exclusivité mondiale, publié les meilleures feuilles du livre Le Grand Reset, publié par le Forum économique mondial de Davos. Alors, sur les acteurs du Grand Reset, j'ai envie de prendre une image toute simple, qui est une image de la culture populaire, qui est celle de la World Company dans Les Guignols de l'Info, qui était incarnée par Stallone, même si, bon, évidemment, dans le tour de table de la World Company, il ressemble très rarement à Stallone. Mais c'était l'idée des Guignols, si vous voulez, pour pas se cramer tout de suite. Et puis, de toute façon, ils ont fini par disparaître. C'est un peu comme le poème en hommage à l'Holocauste. Quand ils sont venus prendre un tel, tu n'as rien dit parce que tu n'étais pas ça, etc., etc. Et donc, finalement, ils ont été emportés, eux aussi. Et ils ont disparu. Mais leur image était excellente, cette image de la World Company, c'est-à-dire la compagnie mondiale, la multinationale, à la fois bancaire, pharmaceutique, médiatique, et puis aujourd'hui, au niveau de l'Internet. Là, ce sont, je dirais, les quatre piliers, et il ne faut pas se tromper, c'est à la fois la banque qui est au-dessus, je dirais, des grosses sociétés informatiques, et en même temps, c'est les grosses sociétés informatiques qui fournissent aujourd'hui l'outil de contrôle à la banque. C'est le rôle du logiciel d'intelligence artificielle Aladdin chez BlackRock, qui a succédé en quelque sorte à Goldman Sachs. C'était Goldman Sachs pendant la crise de 2008, et aujourd'hui on voit que BlackRock, qui déjà avait eu un rôle important dans la crise de 2008, a pris encore plus le pouvoir à l'occasion de la crise du coronavirus, puisque Yann reviendra dessus, toutes ces préconisations qui sont la monnaie hélicoptère, la nouvelle théorie monétaire, qui sont en fait le débridage intégral de la planche à billets, ont été appliquées, et de fait, BlackRock a pris le contrôle des banques centrales, ou du moins de la Réserve fédérale américaine. Puisqu'en vérité, les anciens présidents de banques centrales sont cooptés à BlackRock. Enfin, c'est une structure complètement consanguine. Alors, je voudrais insister sur un point à propos de cette World Company, et je la comparerais à un iceberg, en fait. Si vous voulez, les médias mainstream regardent ce qu'il y a autour de l'iceberg, décrivent ce qu'il y a autour de l'iceberg sans jamais parler de l'iceberg. Ce qu'on appelle les complotistes ou conspirationnistes sont ceux qui regardent l'iceberg. Or, cet iceberg a une particularité, c'est qu'il a des propriétés inverses à celles d'un iceberg normal. L'iceberg normal, sa partie immergée est beaucoup plus importante que sa partie émergée. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on regarde l'iceberg, il est très important avec des tas de fondations, des tas de banques, des tas de sociétés, des tas de young leaders, etc. Et puis quand on regarde la partie qu'on voit jamais, et en fait, elle est extrêmement, 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 extrêmement réduite. Alors là, au niveau du Grand Reset, on voit très bien les acteurs qui sont en avant, c'est-à-dire le Forum économique mondial, Bill Gates ou le Prince Charles, la Fondation Rockefeller. Donc ça, ils appartiennent à la partie émergée, et on voit jamais donc la partie immergée, qui est ce qu'on a découvert, et je le dis de façon très simple, grâce à Donald Trump. Et aujourd'hui, même les journalistes les plus anti-Trump le reconnaissent. J'ai lu le livre de Fabrizio Calvi qui s'appelle Un parrain à la Maison Blanche, qui est un livre sur les relations entre Trump et la mafia, qui est vraiment un livre à charge, et qui dit très simplement, Epstein pensait que c'était Trump qui l'avait balancé à la police de Palm Beach. Les avocats ont bien expliqué que toute la documentation relative à Epstein avait été déchiffrée par Trump pour les avocats des victimes, et toute cette documentation nous révèle cette partie immergée de cet iceberg qui tente de se maintenir au pouvoir, alors que, je le dis, il pensait avoir pris le contrôle après la chute de l'URSS. Justement, c'était la fameuse fable du monde unipolaire. La Chine était rentrée dans l'OMC, et l'idée derrière qu'ils allaient être
absorbés par le marché et que avec le marché viendrait derrière la démocratie de marché et donc le libéralisme, y compris politique. Finalement, les Chinois ont fait une prise de judo. Ils ont retourné les contraintes qu'on leur imposait pour finalement battre l'adversaire. Bon là, c'est vraiment, on est sur le plan économique, mais il y a aussi des revers géopolitiques. Il y a des grosses figures, des porte-drapeaux de cette organisation que certains appellent mafia. Moi, je pense pas que ce soit une mafia. La World Company, ce n'est pas une mafia parce qu'une mafia n'est pas nécessairement génératrice d'insécurité. Je m'explique, on est beaucoup plus en sécurité, par exemple, à Naples ou en Sicile que dans n'importe quelle ville de France. Non, c'est une organisation, il faut le dire, terroriste, parce que c'est une organisation qui terrorise les peuples, qui les terrorise par la peur avec le Covid, qui les terrorise physiquement avec le terrorisme islamique en donnant des statuts de réfugiés à des gens qui sont partis de leur pays pour suspicion d'affiliation à des organisations terroristes. C'est le cas des Tchétchènes, on l'a vu, etc. Donc honnêtement, c'est une organisation qu'on peut qualifier de terroriste et qui tente aujourd'hui par tous les moyens de garder la main et qui est beaucoup plus fragile qu'on le pense. Alors je vais citer un papier qui me semble très important, qui est paru dans Politique internationale le 5 avril au milieu de la crise du coronavirus, pendant le premier confinement. Et donc c'est Dominique Strauss-Kahn qui le signe et ça s'appelle L'être, l'avoir et le pouvoir dans la crise. Et lui dit bien que le danger, c'est que la crise sanitaire nourrisse les vieilles pulsions nationalistes, mais il dit malgré tout que le Covid, qui est en fait le Great Reset, c'est la même chose, il y a le même rapport entre Covid et Great Reset qu'entre 11 septembre et guerre en Irak, c'est-à-dire un événement dont le récit officiel est très contestable, avec une réponse qui est apportée, qui est encore plus contestable, et la relation entre les deux est loin d'être évidente, voire même absurde. Et tous les gens d'ailleurs qui pointe l'absurdité de la causalité prétendue entre les deux événements sont taxés de conspirationnistes et évidemment évacués du débat public. Et donc Dominique Strauss-Kahn nous dit le coronavirus, c'est une occasion inespérée de reprendre les rênes. Ça veut bien dire qu'ils étaient en train de perdre les rênes. Et il dit ce choc, nous l'avons. Et il conclut son papier en expliquant beaucoup dépendra de l'élection de novembre aux États-Unis. Et il dit il ne saurait y avoir d'armistice, encore moins de libération. Il s'agit d'un effort de guerre de long terme. Voilà, donc en fait, ces gens-là nous déclarent la guerre. Je le dis, c'est une organisation terroriste. C'est pas une mafia, c'est vraiment une organisation terroriste. Et ils n'ont fait qu'aggraver leur processus de destruction depuis 2008. Merci Xavier pour ces éclaircissements. Cette image de l'iceberg que vous avez employée me fait penser à cette plaisanterie de Serge Gainsbourg. Qui a coulé le Titanic? Iceberg, encore un juif. Voilà, il y a un peu de ça quand même. Alors, on va donner la parole maintenant à notre directeur de l'antenne de RFM, Yann Purdom, concernant la situation présente. Alors, Yann, vous êtes plutôt versé dans les questions financières et bancaires, les questions monétaires. J'ai envie de vous poser, parce que moi je suis beaucoup moins initié dans ces matières que vous, une question toute simple. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en 2020, Yann ? Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au grand reset, à la grande réinitialisation, et puis à la nouvelle théorie économique qu'on essaie de nous vendre avec, qu'on appelle la théorie monétaire moderne, la TMM, quand je me suis un peu intéressé à tout ça, j'ai vu énormément de similitudes, si vous voulez, avec ce qu'on a connu par le passé. Et du coup, ça m'a donné un peu envie de revenir sur la genèse de la crise de 2008 et tous les excès qu'on connaît actuellement. Et en fait, il y a un personnage absolument fondamental là-dedans, c'est Milton Friedman. Alors Milton Friedman, c'est un économiste américain, père de l'école de Chicago, les fameux Chicago Boys, et père du courant monétariste. Né dans une famille juive de New York, élève brillant, il émerge aux États-Unis dans le sillage de Alissa Rosenbaum, dit Ayn Rand, la célèbre papesse du capitalisme individualiste outre-Atlantique. Et il fait partie de cette génération de juifs qui prend le pouvoir intellectuel et économique aux États-Unis à partir des années 60. Et cette génération verra naître en son sein des responsables comme Alan Greenspan, Ben Bernanke, Janet Yellen, Larry Summers, enfin vraiment des personnages de tout premier plan dans les administrations américaines et au sein de la Réserve fédérale américaine. Donc c'est dire, si vous voulez, l'importance de ce courant et des réseaux qui s'y agrègent. Et de tous, Milton Friedman est vraiment le plus brillant. Il devient un défenseur acharné d'un certain libéralisme. Il a le sens de la formule, des provocations, des métaphores imagées.
Did you ever have a moment of doubt about capitalism and whether greed's a good idea to run on? Well, first of all, tell me, is there some society you know that doesn't run on greed? Bref, ça fait de lui une vedette. Et le courant de pensée qu'il anime, le monétarisme, va jouer un rôle majeur dans l'avenir des États-Unis et de l'Occident, en donnant, si vous voulez, les outils intellectuels et moraux justifiant la mise à mort des accords de Bretton Woods, soit l'architecture économique et monétaire de l'après-guerre. Qu'est-ce que le monétarisme, en fait? Quels sont les grands principes du courant monétariste? En 1963, Friedman coécrit avec Anna Schwartz un livre intitulé « Une histoire monétaire des États-Unis de 1867 à 1960 ». Donc ce livre, riche en statistiques et données historiques, analyse les conséquences des variations de l'offre de monnaie sur l'équilibre économique des États-Unis. Et suite donc à cette analyse, Friedman en sort une idée majeure, c'est-à-dire que l'inflation peut être maîtrisée si l'offre de monnaie, donc l'offre de monnaie qu'on injecte dans l'économie, suit une courbe de croissance linéaire qu'il arrive à définir à 3% par an. Voilà. Selon lui, si les banques centrales en fait suivent rigoureusement cette règle, alors les marchés peuvent se réguler d'eux-mêmes et ainsi on peut supprimer toute réglementation, régulation qui deviennent dès lors inutiles. La main invisible en fait punira les excès et récompensera les réussites. Voilà, c'est le fameux credo libéral. Et donc dans ce monde-là, adieu les taux de change fixes et la convertibilité en or, les monnaies suivent la loi de l'offre et la demande et leur prix est fixé sur le marché d'échange. Alors, c'est assez innovant. Théoriquement, il y a beaucoup de gens qui se posaient quand même des questions parce que c'est vrai que cette idée de croissance linéaire de l'offre de monnaie, c'était quand même un peu bancal. Mais pourtant, ce courant a connu un vrai succès. Les vraies raisons de son succès, en fait, viennent du fait que les hommes politiques américains, par pure démagogie et pour financer la course avec l'URSS, souhaitaient se débarrasser du carcan que représentaient les accords de Bretton Woods et notamment l'obligation de convertir le dollar en or à hauteur de 35 $ l'once. Et le courant monétariste leur offrait sur un plateau la justification théorique de son enterrement en première classe. Et c'est d'ailleurs ce que fera Richard Nixon dans une célèbre intervention télévisée le 15 août 1971. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. L'or joue un rôle de garde-fou, si je puis dire, afin d'éviter les surchauffes et les excès de création monétaire. Le fait de mettre Bretton Woods à la poubelle fait qu'il n'y a plus de garde-fou du dollar. Dès lors, l'État américain peut creuser ses déficits et sa dette sans être importuné. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le monétarisme va mettre en place ce qu'on appelle le système d'échange flottant. Les monnaies, en fait, vont suivre, selon Friedman et le monétarisme, la loi de l'offre et la demande. Et donc, c'est le marché d'échange qui va fixer leur valeur entre elles. Donc, l'or est complètement évacué. Et ça, selon les monétaristes, ça devrait jouer le rôle de garde-fou, c'est-à-dire que ça devrait empêcher les gouvernements de faire trop de déficit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est le contexte international de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, les prix du pétrole flambent avec le choc pétrolier. Et les États-Unis, grâce aux accords de Quincy avec l'Arabie Saoudite et avec la pression qu'ils exercent avec leur armée, obligent, si vous voulez, les pays exportateurs de pétrole à libeller leur pétrole en dollars. Ce qui fait que si vous êtes un État moderne qui veut acheter du pétrole pour faire tourner son économie, vous êtes obligé d'avoir une réserve de dollars. Donc on est rentré dans un monde où finalement le dollar a supplanté l'or comme étalon de mesure et donc a permis aux Américains de vivre largement au-dessus de leurs moyens. Et la deuxième chose qu'il faut absolument évoquer, c'est l'émergence de la Chine. Parce que lorsque vous faites des déficits, vous créez de la monnaie. Et là, bien sûr, vous avez un problème, c'est l'inflation. Or, finalement, on s'est aperçu que quand bien même la Fed a créé énormément de dollars, les États-Unis n'ont pas connu une très grosse inflation. Pourquoi? Parce qu'au même moment, vous avez eu l'émergence de la Chine qui est rentrée dans le commerce international et qui, à partir des années 80, a s'affirmé comme une puissance commerciale. Avec toutes les délocalisations qui vont se faire de l'industrie occidentale en Chine, les prix vont chuter. C'est-à-dire que l'intégration de la Chine dans le commerce mondial va jouer le rôle de rouleau compresseur déflationniste qui va venir contrebalancer l'inflation qui naît de la création monétaire de la Fed. Et il y a un autre facteur dont il faut parler, c'est l'immigration massive qui permet une déflation sur tout ce qui n'est pas délocalisable. Donc si vous faites l'addition de ces trois phénomènes, pétrodollar, libre-échange et immigration massive, on se rend compte que la Fed en fait se retrouve dans une situation où elle peut générer une création monétaire comme on n'en aura jamais vu par les passés. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on rentre véritablement dans le règne de l'argent-dette, une dette créée à partir de rien, simplement la vague promesse d'un remboursement futur. Yann, merci. Je crois que c'est clair. Ça explique en partie l'inflation absolument délirante de la masse monétaire, en particulier du dollar, mais pas seulement. On a vu ces dernières années que la Banque centrale européenne n'était pas en reste. Quelques commentaires, messieurs, sur les dernières remarques de Yann, Alain, Xavier?
Oui, alors sur l'exposé d'Yann qui est très intéressant, j'aurais juste 2-3 précisions. Alors, il mentionnait Ayn Rand. Le livre, c'est La Grève ou La Révolte d'Atlas qui a été traduit en français, je crois, 20 ans après sa sortie aux États-Unis et qui est devenu donc avec 20 ans de retard le livre de chevet, si on veut, de toute la technostructure, comme dirait Chirac, française. Ce qui explique le macronisme qui arrive avec 25 ans de retard par rapport au monde anglo-saxon, etc. Première remarque. Deuxième remarque, sur les banques centrales, on est rentré dans quelque chose de complètement fou depuis 2008, ce qu'on appelle les taux d'intérêt négatifs. Ça veut dire qu'en fait, les banques centrales payent les banques pour leur donner de l'argent, qui, elles, se font payer, puisque là, les taux d'intérêt, quand elles, les banques, reprêtent aux particuliers ou aux entreprises, là, sont plus du tout négatifs. Donc déjà, on est dans une relation qui est extrêmement bizarre, et en retour, comme la monnaie est extrêmement incertaine, les banques payent en retour les banques centrales pour déposer leur argent en dépôt. Donc on est dans un circuit comme ça un peu bizarre. Et pourquoi on doit rentrer au niveau, je dirais micro, dans la monnaie dématérialisée, c'est-à-dire la monnaie électronique, c'est parce qu'en fait, il faut plus qu'il y ait de bas de laine. Et pour se faire des marges sur les entreprises et sur les ménages, il faut plus qu'il y ait de bas de laine. Et à ce moment-là, la banque réaugmentera ses tarifs de façon à se faire rembourser l'argent qu'elle met en dépôt dans les banques centrales sur les ménages. Voilà. Donc ça, c'est au niveau micro. Et au niveau macro, on voit bien aussi, et ça, Pierre Hillard en parle très bien, de tentatives de mettre en place une monnaie mondiale. Alors, je citais Dominique Strauss-Kahn qui lui parle des DTS du... Vous aviez juste expliqué ce que c'est les DTS, parce que là tu parles un peu chinois parfois. Les droits de tirage spéciaux, si on veut, c'est une monnaie qui est utilisée par le FMI. Je vais pas rentrer dans des détails qu'en vérité je maîtrise pas. On voit aussi que l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui vient d'être nommé d'ailleurs à un autre poste aux Nations Unies pour piloter l'agenda 2030, là on est vraiment dans la structure même. C'est-à-dire qu'en fait ces gens-là sont complètement interchangeables. Ça prouve bien qu'il n'y a pas de compétences. Si on peut piloter l'agenda 2030 de l'ONU sur la question climatique un jour, en ayant été banquier, en ayant dirigé la Banque centrale d'Angleterre, soit on est un génie, soit c'est qu'en fait, ces gens-là sont complètement interchangeables. Et lui, par exemple, au symposium de Jackson Hole, en août dernier, où a été définie auprès des banques centrales la nouvelle théorie monétaire qui allait être appliquée pendant la crise du Covid, et Mark Carney, donc qui était gouverneur de la Banque d'Angleterre, lui a parlé du Libra, donc la monnaie de Facebook. Donc là, on peut très bien être dans des comment dirais-je, à la fois nouvelle technologie. On voit aussi le brevet déposé par Microsoft de manière à générer de la monnaie Bitcoin par blockchain avec des capteurs sur votre cerveau.